La communauté française a un niveau de pouvoir sous pression, un peu. Nous sommes dans le bureau d'Elisabeth de Gries. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ministre-présidente de ce niveau de pouvoir très important qui s'occupe quand même des matières humaines, l'enseignement, la culture, l'audiovisuel, donc c'est important. On est dans votre bureau qui est place sur les Tchoki. Alors les enseignants connaissent bien l'endroit parce qu'ils se donnent parfois rendez-vous, à ce qu'on sait. Le bureau est assez dépouillé, finalement. C'est à l'image de la communauté française où on fait dans les purées. Simple, net, rangé, voilà. Donc, Et alors vous avez des fenêtres qui donnent sur la place. Est-ce que ça veut dire que parfois vous allez scruter si on vient vous dire bonjour ou Ah oui, évidemment. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir mesurer aussi les foules, de voir un peu comment ça se passe. C'est l'occasion de prendre un peu le pouls en fait de la réalité de ce que les enseignants ou les étudiants ou parfois le monde non marchand veut venir nous relayer. Donc c'est quoi, ça a été une année difficile ou bien c'était une année attendue en fait dans l'évolution de ce que vous avez dû prendre comme décision? Oui, alors évidemment, quand on est arrivé ici en juillet 24, on n'imaginait pas qu'on serait face à une situation aussi compliquée. Je parle essentiellement au niveau budgétaire, évidemment. Et donc, on a très vite quand même senti que la réalité budgétaire allait nous pousser à faire des choix compliqués. On s'est donné une méthodologie de travail, on s'est donné le temps de le faire à fond. Mais donc, évidemment, que nous savions bien que les décisions prises en octobre 25 allaient générer de la colère, de l'indignation, de la mécompréhension parfois. Donc oui, on termine une année compliquée, c'est vrai, mais un exercice budgétaire qui était, je pense, vraiment nécessaire. Et puis voilà, là, on entame une nouvelle année et on espère que la suite de la législature sera plus positive. Ce défi budgétaire, ça n'a pas occupé tout votre temps, donc en ce sens où, oui, si vous avez une grande satisfaction pour en tout cas les 2 premières années ici à la tête de la ministre-présidence, est-ce que vous en avez une où ça a été juste difficile? Non, donc d'abord, ça a pris du temps, oui, c'est vrai, mais je pense vraiment que la méthodologie qu'on a mise en place, elle était essentielle à ce que le temps investi justement dans cette gestion budgétaire nous permette de voir sur le moyen et long terme. Je pense que ça, c'était vraiment notre ligne. Et je viens de dire que j'aime bien les choses ordonnées. Je pense que c'est vraiment la manière de travailler qu'on a choisie qui nous a permis, certes, d'y mettre du temps, mais aussi de faire des choix une bonne fois pour toutes, dirais-je, en tout cas pour les 5 ans qui viennent, avec une perspective à moyen et long terme. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres choses satisfaisantes? Oui, évidemment, et heureusement, parce qu'on a des compétences qui sont essentielles, vous l'avez dit, pour les citoyens à chaque étape de leur vie. Et donc, on a travaillé par ailleurs sur d'autres dossiers qui nous ont donné de la satisfaction. Oui, ça c'est évident. Est-ce qu'il y a une crainte de rupture forte ou complète avec le monde enseignant? Il y a quand même eu, en cette rentrée, je pense, tant que Valérie Glatini, votre ministre de l'Éducation, que vous-même, vous avez lancé des appels, des mains tendues pour quelque part renouer le dialogue, mais la rupture, elle a été loin quand même, non? Alors, je pense pas qu'on soit à un moment de rupture, parce que le dialogue, il existe toujours, même s'il est compliqué. Et j'ai vraiment, l'ensemble du gouvernement d'ailleurs a vraiment d'abord soutenu Madame Glatini et puis insisté, parce que pour nous c'est essentiel, sur cette reconstruction du dialogue à la rentrée maintenant. Il y a une date de réunion qui a été avancée, qui a été proposée. Je suis très très attentive et très très vigilante évidemment à ce que les choses se passent bien, mais aujourd'hui il n'y a pas rupture, il y a désaccord profond, il y a de vraies tensions, il y a eu parfois, oui mais c'est important, il y a eu parfois de la violence dans les propos, il y a vraiment des choses à reconstruire sur la question de la confiance, sur la question de la confidentialité de certains débats, mais aujourd'hui, je le sais parce que je suis de près, il y a toujours des échanges entre les syndicats et en l'occurrence ici... Et vous craignez des nouvelles actions pour la rentrée? Bon, on sait que c'était un peu chaud en mois de juin. Finalement, les examens ont pu avoir lieu pour la plupart dans des bonnes circonstances, mais est-ce que là, vous craignez quelque chose pour la rentrée ou cet énervement est exagéré par certains voilà. Non, donc d'abord redire qu'en juin, c'est vraiment la grande majorité des écoles qui ont organisé les examens en bonne et due forme, et les étudiants et les élèves ont vraiment eu l'occasion de passer ces examens dans de bonnes conditions. C'est vraiment la grande majorité. Il y a eu, c'est vrai, certaines écoles où ça n'a pas pu se produire et c'est regrettable. Est-ce que je crains aujourd'hui des manifestations? Non, je ne les crains pas parce que j'entends bien que c'est une manière de continuer à montrer qu'il y a de la colère. J'attends de voir effectivement l'ampleur de ces manifestations ou de ces actions maintenant à la rentrée. Et je répète, notre volonté, c'est d'abord et avant tout de renouer le dialogue et de faire en sorte que pour les années qui viennent, on soit aligné sur la suite de ce qu'il faut faire pour travailler sur un enseignement de qualité. Est-ce qu'il peut y avoir certains reculs dans certaines réformes qui ont été entreprises? Je songe évidemment à la fin des nominations
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être... je ne sais pas si vous étiez en faveur de ça ou pas. Donc, on a toujours dit depuis un an que effectivement l'enjeu, c'était de ne pas détricoter d'une main ce qu'on avait tricoté de l'autre. Donc, on a tricoté un budget pluriannuel d'ici à 29 avec un horizon de stabilisation. Dans la volonté de pouvoir réinvestir, on a toujours dit que si cette fin des nominations et ce contrat à durée indéterminée pesait sur le budget, on ne le faisait pas. Donc, j'ai bien entendu que la ministre Glatini a annoncé qu'elle avait eu des feedbacks du fédéral et que les chiffres proposés n'étaient pas forcément bons. Et donc, ça va revenir au gouvernement et on en prendra acte le cas échéant. Je pense que notre volonté première, c'est surtout et avant tout de stabiliser les jeunes enseignants dans leur carrière pour éviter ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un phénomène trop important d'enseignants qui quittent la fonction, particulièrement dans les premières années. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, on a fait un effort important, difficile, mais il n'y en aura plus. On est sur les rails, on est parti pour une législature où il n'y aura plus de nouvelles annonces difficiles. Est-ce que c'est une promesse que vous pouvez faire ? On l'a déjà dit plusieurs fois, notre volonté en travaillant sur du pluriannuel, c'était quand même vraiment de prendre en octobre 25 les grosses mesures difficiles. Toutes choses étant égales par ailleurs, et je le dis volontairement comme ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri, évidemment, d'une crise. On a des hausses de taux pour le moment, enfin on sait qu'il y a des paramètres qui changent. Par exemple, donc les paramètres macroéconomiques changent, et puis on pourrait tout à fait être soumis à une crise quelconque que nous pourrions traverser, mais donc toutes choses étant égales par ailleurs, il n'y a plus de volonté du gouvernement de faire des économies importantes d'ici à la fin de la législature. Donc, nos conclaves, que ce soit des ajustements ou des budgets initiaux, servent essentiellement à s'assurer qu'on reste sur cette trajectoire à l'horizon 2029, 1,2 milliard de déficit. Et donc, notre volonté n'est pas de faire encore des économies. Et la cessation de paiement est évitée. Enfin, en tout cas, on n'a pas de risque maintenant. Alors toutes choses égales par ailleurs. Voilà. Et puis, la cessation de paiement, c'est pas demain. Mais vous l'avez dit, les taux d'intérêt augmentent. Et donc, nous restons convaincus, et ça c'est une conviction qui reste profondément ancrée chez moi et dans le chef de l'ensemble du gouvernement, nous restons convaincus que nous devions faire quelque chose. Nous ne pouvions pas laisser la situation se dégrader de la manière dont c'était embarqué. Et donc c'est vrai qu'on verra les effets à moyen, long terme. Donc on parle des années 30, 35. Donc c'est peut-être pas l'habitude de travailler comme ça. C'est peut-être pas la donne de fonctionner sur des échéances aussi longues. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les chiffres confirment, alors on verra pour l'initiale 27 qui arrive prochainement, mais aujourd'hui, les chiffres confirment que, à des horizons de 10 ans, le montant des intérêts payés ne sera pas de 2 milliards, mais de 1 milliard, et que donc on a vraiment des effets réels des mesures et des politiques prises maintenant. On dit souvent que sur le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est 80% pour l'enseignement, c'est ça ? Et en fait, on se demande aussi si le manque de moyens est vraiment le problème réel, puisque quand on se penche un petit peu sur les chiffres, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on dépense par élève en Fédération Wallonie-Bruxelles 27% de plus que la moyenne européenne. Et votre président de parti a repartagé un article qui rendait compte du fait qu'on ne sait pas trop d'où vient ce problème, parce qu'on cite souvent la masse salariale, mais en fait, oui, elle est plutôt dans la moyenne, le salaire des enseignants est plutôt dans la moyenne européenne aussi. Donc d'où vient ce problème de finance de l'enseignement finalement ? Alors, je pense que ça nécessite de l'analyser. Donc, j'ai lu le même article que mon président de parti et je n'ai pas la réponse aujourd'hui extrêmement précise en disant, voilà, la différence, c'est tel et tel et tel poste. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on reste effectivement un des pays de l'OCDE qui finance assez bien l'enseignement. C'est pour ça, en fait, que le pacte d'excellence, il y a une dizaine d'années, a été mis sur les rails. Et c'est face à ce constat-là de se dire, on finance bien. Mais en fait, à 15 ans, les tests PISA sont pas très bons, voire très mauvais, ou carrément en dessous de la moyenne. Et donc, comment est-ce que cela s'explique ? Et donc, les choses se mettent en place petit à petit. Ce pacte, qui était une vision à moyen et à long terme, il a par exemple mis en place le tronc commun, qui rentre maintenant en application en première secondaire. Donc, on verra les effets du non-redoublement, en fait, dans quelques années seulement. Donc ça reste bien une priorité de ne pas faire redoubler les élèves, de les accompagner de manière personnalisée, de manière renforcée, mais les effets se verront sur le moyen long terme, puisque des élèves de 15 ans qui ne redoublent pas grâce au tronc commun, en fait, ils arrivent seulement dans 2 ans en 3e secondaire. Et donc c'est vrai que ce sont des choses qui se travaillent sur le temps long. Notre volonté, c'est évidemment de continuer à faire en sorte que l'enseignement soit de qualité.
J'entends bien que pour le terrain, c'est essentiel aussi, et donc on a sans doute encore des réformes à mettre en œuvre, mais il faudra le travailler avec les secteurs concernés. Notre volonté, ça reste la qualité de l'enseignement. Ça, en même temps, par rapport aux moyens dépensés, on épingle souvent le fait que les résultats PISA, ces fameux tests internationaux qui déterminent un peu le niveau dans les compétences principales, sont quand même régulièrement pas très bons pour la communauté française. Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que justement il y a des outils ? Je pense qu'il y a un nouveau test qui va arriver maintenant. Est-ce qu'il y a une volonté de trouver des outils pour y remédier à ça ? Oui, bien sûr, mais donc c'est pour ça que je disais il faudra quelque part voir les tests PISA dans quelques années, quand ceux qui sont dans le tronc commun arriveront à l'âge des tests PISA. Donc c'est vrai que ça mais c'est un élément très important et c'est ça qui nous mobilise au quotidien aussi. Donc il y a plusieurs outils en fait qui ont déjà été développés. Il y a ce fameux test clé, donc calculer, lire, écrire, qui se met en place maintenant pour les élèves en 4e primaire, qui se veut vraiment un diagnostic. Donc c'est pas certificatif, c'est un diagnostic pour soutenir les enseignants dans les lacunes potentielles, dans le repérage des lacunes potentielles des élèves, pour qu'on puisse justement, et on a dégagé des moyens complémentaires pour les accompagner dans de l'accompagnement personnalisé. Le relèvement des seuils à 60%, en fin de CEB par exemple, c'est une manière aussi de pouvoir bien cibler les élèves qui sont entre 50 et 60%, donc qui n'ont pas réussi, mais qui peuvent tout à fait intégrer la première secondaire, mais ils génèrent dès lors des périodes d'accompagnement renforcées en première secondaire. Ça veut dire que dans une école qui a à la grosse louche 300 nouveaux élèves en première secondaire, dont 15 ont raté le CEB, ils savent qu'ils proméritent X heures supplémentaires, ça veut dire aussi X enseignants supplémentaires, pour accompagner ces 15 élèves-là dans leurs besoins spécifiques, par exemple en mathématiques ou en français ou en histoire géo ou en éveil. Et donc l'école en première secondaire doit effectivement alors organiser cet accompagnement. Les élèves sont intégrés dans les classes, donc c'est de l'inclusion qui est quand même, je pense, un élément essentiel pour ces élèves en difficulté. Parfois, c'est aussi les copains qui peuvent aider ou qui peuvent être un soutien. Et puis, cet accompagnement personnalisé permet justement de combler ces lacunes et de faire en sorte que le niveau global de nos élèves est renforcé. Est-ce qu'il n'y a pas un souci, bon, c'est un monstre du Loch Ness, mais organisationnel, je songe évidemment à la fusion des réseaux. Est-ce que ça fait partie du programme ou des dossiers que vous allez étudier pendant cette année là, qui est à venir ? Ouais, c'est un très très gros enjeu, vous avez raison, c'est un monstre du Loch Ness, vous l'avez appelé comme ça vous-même. Je pense qu'aujourd'hui on est à un moment de tension assez important et donc je pense que la priorité c'est de travailler avec le secteur en concertation sur les années qui viennent, 27, 28, 29, quelles sont les réformes essentielles à mettre en œuvre. Je ne suis pas certaine que la fusion des réseaux, si on le dit comme ça, soit aujourd'hui la priorité. Maintenant, je sais aussi que certaines fédérations de PO sont en train de travailler sur l'organisation de leur propre PO, peut-être la rationalisation du nombre de PO, la mise en commun, parce que on est aussi effectivement face à beaucoup de structures et puis face à une professionnalisation qui est exigée, puisqu'il y a les marchés publics, il y a les règlements RGPD, etc. Ça devient parfois difficile de trouver des gens qui peuvent s'engager dans des PO. Et donc cette question vit. Elle se travaille déjà au sein des fédérations de PO, par exemple. De l'enseignement, mais je pense que ça ne doit pas être aujourd'hui notre priorité, notre premier angle d'attaque. La priorité, c'est recréer le dialogue et voir avec les secteurs sur quoi on a travaillé dans les 3 ans qui viennent. Politiquement, est-ce qu'il y a aussi du travail à mener ? Alors, on peut parler de fusion aussi entre régions et communautés, ou en tout cas rapprochement. Alors, on est déjà passé par toutes les étapes des ministres à double casquette, des compétences qu'on rapproche, etc. Est-ce qu'il y a un chantier à mener à ce niveau-là ? Ouais, je pense que l'avenir de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'une manière ou d'une autre, il se travaillera dans la solidarité intra-francophone. Ça, c'est sûr. Parce que, on le sait, on est une entité qui n'a absolument pas de recettes propres et de leviers fiscaux. Donc, on a une dotation. On doit se débrouiller, entre guillemets, avec cette dotation. Aujourd'hui, on a pas mal travaillé sur le levier dépenses. Effectivement, le levier recettes est un élément important. De là à dire qu'on va revendiquer une révision de la loi spéciale de financement au fédéral... Dire, parce que ça passe par là, oui. Ça, je l'ai déjà dit 1000 fois, je ne mettrai jamais la Fédération Wallonie-Bruxelles en situation de demande de révision de la loi spéciale de financement. C'est la boîte de Pandore, et vous savez bien que quand on est demandeur, c'est jamais positif. Donc, et je pense, par ailleurs, que la loi spéciale de financement, qui a été un peu défavorable aux francophones ces dernières années, la mécanique va s'inverser. Dans les années qui viennent, elle va redevenir plus favorable aux francophones pour des raisons de critères de démographie, etc. Et donc,
Comment est-ce qu'on peut refinancer, le cas échéant, la Fédération Wallonie-Bruxelles entre francophones? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser et sur laquelle nous sommes déjà en train de travailler. Alors, c'est pas encore en on, c'est pas encore des choses sur lesquelles on communique, mais évidemment qu'on se pose la question. Puisque d'abord, tout le monde nous le dit et qu'on peut pas rester sans donner de réponse à cette question-là. Et puis, fondamentalement, on a fait tout ce travail et c'est pas pour rien. C'est pas pour que dans 5 ans, on ait un budget qui dévisse de nouveau et qu'on se retrouve avec les mêmes questions, ou c'est pas pour que dans 5 ans, on doive redonner un tour de vis gigantesque sur l'ensemble des compétences de la fédération. Donc oui, régler la question, ou en tout cas essayer de la régler de manière structurelle, c'est quelque chose... Mais par des transferts de compétences ou par d'autres mécanismes il y a des mécanismes qui ont déjà qui existent aujourd'hui, qui sont déjà des transferts de moyens. Je pense à la Saint-Émilie par exemple. Il y a des transferts de compétences qui sont dans notre DPC. Pour rassembler infrastructure crèche et crèche, infrastructure sport et sport, puisqu'aujourd'hui c'est séparé, donc c'est les mêmes ministres, donc ça fait partie des solutions qu'on a mis en place maintenant, c'est les doubles casquettes, mais donc oui, ça c'est dans notre déclaration de politique communautaire, et sans doute que ça fera partie aussi de la solution. Oui. Au niveau de l'école et de l'université, est-ce qu'elle contribue assez au redressement de la Wallonie? On parle ici un peu plus politique économique de la Wallonie et de Bruxelles. Est-ce finalement, nous, en tant que médias Trends Tendance, apprend-on à l'école et à l'université à être assez entrepreneur? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, alors je pense effectivement que ça c'est quand même un axe fort de notre législature, de notre mandature et de notre déclaration de politique communautaire. Il y a plein d'éléments en fait dans cette question-là. Il y a d'abord la question du développement de l'alternance, qui est vraiment un élément important pour nous. D'ailleurs, on a mis en place une réforme sur la question de l'alternance en collaboration avec la région wallonne. On est maintenant aussi évidemment en contact avec nos collègues de la région bruxelloise. Et donc, que ce soit dans le secondaire et dans le supérieur, la question de l'alternance est essentielle. Donc, on a aujourd'hui déjà des bacs en alternance, on doit aller plus loin. Moi, j'ai participé à des journées d'études avec le secteur économique, avec le secteur de l'enseignement supérieur. On est d'ailleurs en train de travailler sur l'évolution de l'alternance dans l'enseignement supérieur. Oui, c'est fondamental. Ça nécessite des changements de philosophie au sein de nos institutions. Dans les écoles, et donc, dans les écoles. Mm-hmm. Et inversement dans les entreprises aussi. Et donc c'est vrai que là, c'est vrai aussi. Il faut accepter que c'est pas un ouvrier formé qui arrive dans l'entreprise, c'est un jeune qui est en formation. Donc ça nécessite une évolution dans nos écoles aussi. Il faut accepter que voilà. Donc ce travail-là, il est entamé, il est lancé, c'est vraiment fondamental. Il y a des collaborations spécifiques entre par exemple Wallonie-Bruxelles Enseignement et ACT. Ça c'est super, c'est des choses évidemment. C'est une révolution culturelle qui est en marche, ça. Oui, peut-être, mais je pense que c'est important de soutenir cette collaboration. Je les ai rencontrés moi-même, on rencontre des acteurs du secteur économique qui nous disent les jeunes sortent, ils ne sont pas formés en fonction des besoins que nous on a dans nos entreprises. Et donc générer ces collaborations, que ce soit l'alternance, que ce soit la collaboration entre ACT et BBE par exemple, c'est permettre aussi simplement. Je me rappelle d'une caravane d'Odou qui avait voulu aller dans les écoles et qui avait été critiquée, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais qui montrait que c'était un peu compliqué, en fait, ce dialogue entre les entreprises et les établissements scolaires. Mais ça dépend comment les choses sont faites. Donc, d'accord. Voilà, je n'ai pas suivi le projet Odou en détail, mais ici, je pense qu'en collaborant avec ACT, qui est clairement identifié au niveau de EBE, et ça permet de faciliter les choses. Évidemment, c'est des changements culturels, c'est des changements de mentalité, mais vous savez, les métiers qui existeront dans 10 ans, on n'en connaît pas la moitié aujourd'hui. Donc on doit accepter d'être dans quelque chose de plus réactif, de plus bougeant, avec des formations de qualité, parce qu'on doit continuer à former nos jeunes tout à fait correctement, sans faire de l'adéquationnisme, c'est pas ça la question non plus, mais il faut renforcer ces contacts entreprises, écoles, ça c'est sûr et certain. C'est ça, il y a certaines nouvelles technologies, après on entend ce mot à toutes les sauces, la fameuse IA, mais là aussi vous sentez que les écoles ou les universités suivent ou pas, ou on reste quand même bloqué dans la manière d'enseigner du passé? Non, ça je dirais pas qu'on reste bloqué dans des manières d'enseigner du passé. L'IA c'est passionnant, je me suis pas mal intéressée à la question ces dernières semaines et ces derniers mois parce que j'ai été un peu poussée dans le cadre de mes compétences à m'y intéresser. Et on a sans doute vraiment encore des choses à faire évoluer. Ça, c'est sûr et certain. J'ai par ailleurs eu l'occasion de rencontrer des experts internationaux ou de rencontrer des écoles, des universités à l'international où l'IA est utilisée de manière complètement différente de chez nous, ou parfois vraiment beaucoup plus poussée. On a sans doute, en Fédération Wallonie-Bruxelles, j'aime bien le dire comme ça, une utilisation très poussée de l'IA dans la recherche, par exemple, dans la médecine, dans une série de secteurs assez pointus. D'ailleurs, c'est pour ça, à la base, ça avait été développé.
Et puis on a une utilisation un peu tous sur notre téléphone ou nos enfants, particulièrement les jeunes d'aujourd'hui, qui tapent des questions. En entreprise aussi, bien sûr, les collaborateurs ici aussi, c'est évident. Et puis il y a peut-être un peu un no man's land qui n'est pas encore complètement investi de comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on informe, comment est-ce qu'on construit autour de l'IA. Moi, il y a un maître mot que j'entends partout à l'international, c'est transparence. Transparence. On utilise l'IA, pas de problème, ça fait partie de la vie, mais on le dit, on informe. On a aujourd'hui des CD entiers qui sont générés par l'IA générative, des sets de musique entiers sur Spotify, il n'y a pas suffisamment de transparence. Il y a des gens qui écrivent des livres aujourd'hui avec l'IA, il n'y a pas suffisamment de transparence. Il y a des gens qui rendent des dossiers à l'administration écrits par l'IA, il n'y a pas suffisamment de transparence. Donc ça, c'est par exemple un enjeu sur lequel je pense qu'on doit vraiment travailler, c'est la question de la transparence, de la formation. Je l'ai dit tout de suite, mais on doit outiller nos jeunes. Quand on a une information de l'IA, est-ce qu'elle est correcte? Comment je vérifie qu'elle est correcte? Comment est-ce que j'en fais quelque chose? Comment est-ce que moi, j'ai ma plus-value dans la réflexion? Donc ça, c'est, par exemple, en première secondaire aujourd'hui, les cours de numérique, expliquer l'IA, c'est d'abord une interaction algorithmique. Donc oui, il est super intelligent. Non, il n'est pas du tout intelligent. C'est de la proba, quoi. Donc c'est des statistiques et de la proba. Si on rentre une feuille où il est mis « ceci est le meilleur CV » et quelqu'un a fait « donnez-moi le meilleur CV », il va recevoir la feuille qui dit « ceci est le meilleur CV ». Donc c'est de la probabilité et il faut apprendre à nos jeunes à l'utiliser. Et c'est très bien et ça va sans doute plus vite que tous les moteurs de recherche qu'on connaît actuellement. Mais comment est-ce qu'on les outille pour être critiques, pour être quand même force de proposition malgré tout? Parce que l'IA, elle s'inspire de tout ce qu'elle a emmagasiné, mais elle ne s'est pas projetée. Donc la question de la créativité et de la projection, ça reste quand même la plus-value du cerveau humain. Donc comment est-ce qu'on fait aussi comprendre ça à nos jeunes aujourd'hui? Alors dans nos écoles, évidemment qu'il y a des enseignants qui l'utilisent, évidemment qu'il y en a qui ne l'utilisent pas. C'est difficile d'uniformiser la chose. C'est très difficile d'uniformiser, mais on doit pouvoir avoir un discours rassurant. C'est un outil parmi d'autres, il faut apprendre à l'utiliser. Dans nos universités, il y a déjà énormément de choses qui sont développées. Il y a déjà des cours qui soutiennent vraiment les étudiants dans l'utilisation. Il y a des travaux pour lesquels on sait qu'ils l'utilisent et ce n'est pas un problème pour peu qu'ils le disent. Donc oui, les choses avancent évidemment. Est-ce qu'on doit peut-être s'en saisir et avancer un peu plus vite ? Vraiment, ça fait partie des priorités que je souhaite développer dans les mois qui viennent et dans la deuxième partie de la législature. Un dossier qui a dû vous animer un petit peu aussi, c'est la refonte de la RTBF. Alors, il y a déjà eu 2 étapes qui ont été franchies, avec notamment la nomination d'un directeur de l'information. On attend maintenant la nomination d'un futur administrateur général. Il y a un budget aussi qui va devoir être, en tout cas, recalibré sans doute. Est-ce que ça participe à la révolution culturelle francophone, ça ? Je ne sais pas ce que vous appelez la révolution culturelle francophone. Certains disent qu'il faut changer la manière, les mentalités, la manière dont on parle de l'information parfois. Mais je ne sais pas, vous êtes sans doute moins sur cette ligne-là. Mais... Non, mais donc moi je me souviens de l'inauguration de Media Square, donc le nouveau bâtiment de la RTBF il n'y a pas longtemps, durant laquelle la ministre Galland a bien insisté sur l'importance d'un média de service public. Et donc je pense que ça, c'est aujourd'hui bien notre ligne et il n'est pas question de dévier de ça. Nous avons besoin d'un média de service public de qualité, ça c'est sûr et certain, avec du décodage de l'information, avec du fact-checking, avec effectivement un équilibre, un pluralisme, une neutralité importante, puisque c'est bien le rôle d'un service public. Et donc voilà, la RTBF aujourd'hui, elle est surtout face à un gros enjeu, c'est le nouveau contrat de gestion. Donc les auditions vont commencer au Parlement, puisque c'est comme ça que ça se passe en début de l'année 27. Et puis, dans un an, nous aurons au niveau du gouvernement la nouvelle proposition de contrat de gestion qui s'inscrira évidemment dans un cadre budgétaire, comme c'est le cas pour l'ONE maintenant. Et la volonté, c'est dans le cadre de ce contrat de gestion d'identifier les enjeux prioritaires. Si je prends mes compétences, par exemple, la question de la culture, de la découvrabilité des œuvres en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sera un élément auquel nous serons attentifs parce que c'est vraiment important. Est-ce qu'on va recalibrer, par exemple, certains partis disent que peut-être que les sports, on doit moins investir dans des grandes compétitions internationales, ça doit se faire dans le privé, par exemple. J'estime que ce n'est pas à moi de me prononcer sur ces questions-là, parce que d'abord, c'est un OIP de type 3 pour être très technique, donc ils ont tout à fait une autonomie et ils ont un comité de direction et puis ils ont un conseil d'administration. Donc c'est dans ces questions-là que ça doit se jouer, dans le cadre du contrat de gestion qui va être défini. C'est pas maintenant que je vais commencer à prendre des orientations. Je voudrais surtout qu'on s'assure de la qualité de ce qui est fourni et produit par la RTBF, ce qui est déjà très qualitatif aujourd'hui, et qu'on puisse avoir un média de service public de qualité et qui serve l'ensemble des citoyens francophones.
est viable, tout à fait. Parce que la révolution audiovisuelle, elle est valable pour tous Bien les sûr, médias. et donc la transition numérique est essentielle, évidemment, la question de tous ces objets qui nous accompagnent partout, la question de l'accessibilité, la question du fact-checking, essentielle aujourd'hui face à l'ensemble des fausses informations qui circulent partout sur nos réseaux sociaux. Enfin, voilà, donc ce sont des nouveaux enjeux ou les enjeux renforcés auxquels la RTBF devra faire face, ça c'est sûr. C'est ça. Et alors un aspect peut-être un peu plus politique, mais dans la coalition, est-ce que tout va bien? Parce qu'on sait que sur ce dossier ou sur d'autres, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de tension, ce qui est normal dans une coalition. D'autant que les sondages, évidemment, ça va pour les engagés, pour le MR peut-être un peu moins, mais voilà, quelle est l'ambiance au sein de votre coalition? Mais l'ambiance est plutôt bonne au sein du gouvernement. Donc, vous savez, quand on prend des décisions extrêmement difficiles comme celle qu'on a prise en octobre 25, on est obligé de serrer les rangs. En fait, on a tous souffert et on souffre encore tous. Et donc, évidemment que la solidarité, elle est là parce que on mesure chacun et chacune bien ce que l'autre vit dans ses propres compétences, les difficultés face auxquelles on peut se trouver, par rapport à nos secteurs qui sont évidemment mécontents, par rapport aux difficultés qu'on a parfois, parce qu'on voudrait aussi vouloir développer des nouveaux projets et on s'est senti jusque maintenant un peu coincé, inévitablement. Donc l'ambiance, elle est objectivement assez sereine. Est-ce qu'on est d'accord sur tout ? Bah non, sinon on serait dans le même parti. Ça, c'est inévitable, quoi. Et donc, qu'on ait des désaccords, ça arrive, ma foi, et tant mieux. Qu'on puisse chacun dire, voilà, notre identité à nous, c'est celle-là, notre couleur à nous, c'est celle-là. Et puis, on trouve des manières de fonctionner ensemble, on trouve des compromis. Mais objectivement, l'ambiance au sein du gouvernement, elle est très sereine. Et humainement, ça a été une épreuve? Vous sortez de là changé? On fera le bilan dans 3 ans. Eh bien, merci. Mais c'est impossible c'est impossible de pas être chamboulé, touché, changé par une expérience pareille. C'est un peu une vie de fou quand même, soyons clairs. C'est passionnant, on apprend plein de choses et puis voilà, dans 3 ans on verra qui je suis. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.